Le fantôme de Canterville. Oscar Wilde. Quelques jours après ces événements, Virginia et son cavalier aux cheveux bouclés se promenèrent à cheval à travers les prés de Berkeley, où elle fit un accroc si désastreux à son Amazone en sautant une haie qu'elle résolut, en rentrant, de monter par l'escalier de service afin qu'on ne la vît pas. Alors qu'elle passait en courant devant la chambre aux tapisseries, dont la porte était ouverte, il lui sembla voir quelqu'un dans la pièce, et croyant que c'était la femme de chambre de sa mère, elle y entra pour lui demander de faire une reprise à sa jupe. Mais, à sa grande surprise, c'était le fantôme de Canterville en personne. Il était assis à la fenêtre, observant l'or en ruine des feuilles jaunissantes tourbillonner dans l'air, et les feuilles rouges danser follement dans la longue avenue. Sa tête était appuyée dans sa main, et toute son attitude exprimait un abattement extrême. En vérité, il avait l'air si triste et en si piteux état que la petite Virginia, dont la première pensée avait été de s'enfuir et de s'enfermer à clé dans sa chambre, fut remplie de pitié et résolut d'essayer de le consoler. Sa démarche était si légère et si profonde la mélancolie du fantôme qu'il ne s'aperçut pas de sa présence avant qu'elle lui eût parlé. « Je vous plains bien sincèrement, mais mes frères entrent demain à Eton, et alors, si vous vous conduisez bien, personne ne vous tracassera. »« Il est absurde de me demander de bien me conduire, » répondit-il se retournant vers la jolie fillette qui avait osé lui adresser la parole. « Absolument absurde. Il faut que je secoue mes chaînes et que je gémisse à travers les trous des serrures, et que j'erre pendant la nuit, si c'est là ce que vous voulez dire. C'est ma seule raison d'être. » « Ce n'est nullement là une raison d'être, et vous savez que vous avez été très méchant. Mrs. Humney nous a dit, le jour même de notre arrivée, que vous aviez tué votre femme. »« Oh, je le reconnais volontiers, mais ce fut là strictement une affaire de famille, qui ne regardait personne d'autre. »« C'est fort mal de tuer qui que ce soit. »« Oh, comme je déteste la sévérité facile de l'éthique abstraite. Ma femme était fort laide. Elle ne faisait jamais empeser convenablement mes collerettes et n'entendait rien à la cuisine. Voyons, je me souviens d'un daim que j'avais abattu dans les bois de Hogley, un daguet magnifique. Et savez-vous comment elle l'a fait servir à table? Enfin, peu importe. À présent, car tout cela est passé. Et j'avais beau l'avoir tué, je ne trouve pas que ça ait été bien gentil de la part de ses frères de me faire mourir de faim. »« Vous faire mourir de faim? Oh, monsieur le fantôme, je veux dire, sœur Simon, avez-vous faim? J'ai un sandwich dans mon sac. Le voulez-vous? »« Non, merci, je ne mange jamais rien à présent, mais c'est bien aimable à vous. Néanmoins, et vous êtes beaucoup plus gentil que le reste de votre affreuse famille, si grossière, si vulgaire et si malhonnête. »« Assez! C'est vous qui êtes grossier, affreux et vulgaire. Et quant à la malhonnêteté, vous savez fort bien que vous avez volé les couleurs dans ma boîte pour essayer de raviver cette ridicule tache de sang dans la bibliothèque. Vous avez commencé par prendre tous mes rouges, y compris le vermillon, de sorte que je n'ai plus pu faire de coucher de soleil. Puis vous avez pris le vert émeraude et le jaune de chrome. Et finalement, il ne m'est plus rien resté que l'indigo et le blanc de Chine, si bien que je n'ai pas pu faire rien d'autre que des clairs de lune, qui sont toujours déprimants à regarder et qui ne sont pas faciles du tout à peindre. Je ne vous ai jamais dénoncé, bien que je fusse fort contrarié, et toute cette histoire était ridicule. Car qui a jamais entendu parler de sang vert émeraude? Enfin, voyons, que vouliez-vous que je fisse? Il est fort difficile de se procurer du sang à notre époque, et puisque votre frère est à l'origine de toute l'affaire, avec son extra détersif, que je n'ai vu aucune raison de ne pas m'approprier vos couleurs. Quant à la teinte, c'est toujours une affaire de goût. Les Canterville ont du sang bleu, par exemple, le plus bleu qui soit en Angleterre. Mais je sais que vous autres, Américains, vous ne vous intéressez pas aux choses de ce genre. «
Vous n'en savez absolument rien. Et ce que vous auriez de mieux à faire, ce serait d'émigrer pour vous cultiver l'esprit. Mon père ne sera que trop heureux de vous accorder un passage gratuit, et bien qu'il y ait des droits élevés sur les spiritueux de toute nature, il n'y aura pas de difficulté à la douane, car les fonctionnaires y sont tous démocrates. Une fois à New York, vous aurez certainement beaucoup de succès. Je connais des tas de gens qui donneraient 100 000 $ pour avoir un grand-père, et bien plus encore pour avoir un fantôme de famille. Je crois que cela ne me plairait pas, l'Amérique. Sans doute parce que nous n'avons pas de ruines ni de curiosités. Pas de ruines? Pas de curiosité? Vous avez votre marine et vos façons. Bonsoir. Je vais aller demander à papa d'obtenir pour les jumeaux 8 jours de congé supplémentaires. Je vous en prie, ne partez pas, Miss Virginia. Je suis si solitaire et si malheureux, et je ne sais vraiment que faire. Je voudrais m'endormir, et je ne le puis pas. Voilà qui est complètement absurde. Vous n'avez tout simplement qu'à vous mettre au lit et à souffler la bougie. Il est très difficile parfois de rester éveillé, en particulier à l'église, mais il n'y a absolument aucune difficulté à s'endormir. Voyons, les bébés eux-mêmes savent faire cela, et ils ne sont pas très malins. Il y a 300 ans que je n'ai pas dormi. Bon. Oui, je n'ai pas dormi depuis 300 ans, et je suis fatigué. Virginia devint toute grave, et ses petites lèvres frémirent pareilles à des pétales de rose. Elle s'approcha, et, s'agenouillant tout contre lui, leva les yeux sur son vieux visage flétri. « Pauvre fantôme, n'avez-vous nul endroit où vous puissiez dormir ?» Au loin, là-bas, au-delà des bois de pins, il y a un petit jardin. L'herbe y croît, longue et drue. Il y a là les grosses étoiles blanches de la fleur de cygue, et le rossignol y chante toute la nuit. Toute la nuit, il chante, et la lune froide, pareille à un globe de cristal, penche ses regards sur ce jardin, et l'if étend ses bras géants au-dessus des dormeurs. Les yeux de Virginia s'embuèrent de larmes, et elle se cacha la tête dans les mains. « Vous voulez dire le jardin de la mort ?» chuchota-t-elle. « Oui, la mort, comme la mort doit être belle, reposez dans la terre molle et brune, tandis que les herbes vous ondulent au-dessus de la tête, et écoutez le silence. N'avoir pas d'hier et pas de demain, oublier le temps, oublier la vie, être en paix. Vous pouvez m'aider, vous pouvez m'ouvrir le portail de la maison de la mort, car l'amour est toujours avec vous, et l'amour est plus fort que la mort. » Virginia se mit à trembler. Elle fut parcourue d'un frisson glacial, et pendant quelques instants il y eut un silence. Elle avait l'impression d'être au milieu d'un rêve terrible. Puis le fantôme se remit à parler, et sa voix ressemblait au soupir du vent. « Avez-vous lu la vieille prophétie sur la fenêtre de la bibliothèque ?»« Oh, souvent. Je la connais fort bien. Elle est peinte avec de drôles de lettres noires, et elle est difficile à lire. Il n'y a que 6 vers. Quand celle aux cheveux d'or aura su arracher les mots d'une prière aux lèvres du péché, quand l'amandier stérile aura repris ses charmes, et qu'un petit enfant aura donné ses larmes, alors cette maison redeviendra tranquille, et la paix reviendra de vers les Canterville. Mais je ne sais pas ce qu'il signifie. Il signifie qu'il faut que vous pleuriez sur mes péchés, parce que je n'ai point de larmes, et que vous priez avec moi pour mon âme, parce que je n'ai point de foi. Et alors, si vous avez toujours été douce, sage et gentille, l'ange de la mort aura pitié de moi. Vous verrez des formes effarantes dans l'obscurité, et des voix mauvaises vous parleront, tout bas à l'oreille. Mais elles ne vous feront pas de mal, car contre la pureté d'une enfant, les puissances de l'enfer ne peuvent rien. » Virginia ne répondit rien, et le fantôme se tordit les mains en signe de désespoir farouche, tandis qu'il abaissait son regard sur la tête penchée et dorée de la fillette. Tout à coup, elle se redressa, toute pâle, avec une lueur étrange dans les yeux. « Je n'ai pas peur, et je demanderai à l'ange d'avoir pitié de vous. » Il se leva de son siège avec un léger cri de joie.
et lui prenant la main, se pencha sur elle avec une grâce d'un autre temps et la baisa. Il avait les doigts froids comme de la glace, et les lèvres brûlantes comme du feu. Mais Virginia n'hésita pas. Tandis qu'il lui faisait traverser la pièce plongée dans la pénombre, sur les tapisseries vertes et fanées étaient brodés de petits chasseurs. Ils sonnaient de leurs corps garnis d'aiguillettes et de leurs petites mains, lui faisaient signe de revenir. « Reviens, petite Virginia !» criait-il, « reviens !» Mais le fantôme lui agrippa la main plus étroitement, et elle ferma les yeux pour ne pas les voir. Des animaux horribles à la queue de lézard et aux yeux protubérants clignaient vers elle du haut de la cheminée sculptée, et murmuraient « Prends garde, petite Virginia, prends garde. Il se peut que nous ne te revoyions plus jamais. » Mais le fantôme avança plus vite de sa démarche glissée, et Virginia ne les écouta pas. Quand ils eurent atteint le fond de la pièce, il s'arrêta, et marmotta quelques mots qu'elle fut incapable de comprendre. Elle ouvrit les yeux, et vit le mur qui s'évanouissait lentement comme une brume, et devant elle, une grande caverne noire. Un vent froid et mordant les enveloppa, et elle sentit quelque chose qui tirait sa robe. « Vite, vite !» s'écria le fantôme, « sinon il sera trop tard. » En un instant, le lambris s'était refermé sur eux, et la chambre aux tapisseries était vide.